on manque de visibilité, on manque de scénario économique, et donc face à ça, ça explique pourquoi on a peut-être une bourse qui s'essouffle, mais je dirais que plus qui s'essouffle, parce que quand on regarde aujourd'hui la correction depuis le début juillet, ça s'est fait dans les volumes inférieurs à la moyenne, donc on peut pas dire qu'il y a une grande rotation ou qu'il y a des investisseurs qui délaissent les actions, on est plutôt sur des rotations sectorielles qui s'accélèrent, qui vont un peu dans tous les sens, je le reconnais, on peut changer d'une séance à l'autre, mais on n'est pas encore sur le fait on délaisse les actions. Si on délaisse les actions, il faudrait qu'on soit très noir sur l'économie, ce qui n'est pas le cas. Donc on reste un peu entre deux eaux, on manque de souffle sur la thématique de l'IA, mais on n'en est pas encore à trouver quelle sera la prochaine thématique, et tout le monde tourne autour de ça. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Il est désormais l'heure de continuer à vous apporter les meilleurs éclairages possibles pour que vous puissiez naviguer dans un monde où l'information est plus que diffuse. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau de TV Finance le président d'Altair Economics, Monsieur Christian Parizeau. Bonjour Christian. Bonjour. Merci beaucoup Christian d'avoir accepté de nouveau notre invitation et d'être sur notre plateau très régulièrement. Merci beaucoup. Christian Parizeau, vous avez donc fondé Altair Economics et vous êtes avec nous pour commenter notamment cette semaine boursière qui s'annonce particulièrement cruciale. J'en veux pour preuve, du côté des entreprises américaines, on n'attend pas moins de 175 publications. La décision de politique monétaire américaine, attendue énormément par la communauté financière parce que son nouveau président, à la tête de la Fed depuis 6 semaines, a décidé de ne plus communiquer. On va voir dans quelle mesure ce nouveau paradigme de communication peut être intéressant. Et puis évidemment la géopolitique. Résultat, je m'appuie sur une étude de Merrill Lynch qui dit que, depuis que historiquement, les marchés américains ont toujours progressé de 192% avant de s'effondrer. Si on regarde depuis 2022, les marchés américains sont en hausse de 110%. Est-ce que cette semaine, si elle se passe bien, permettra cette continuité de tendance haussière sur les marchés américains? Oui, alors je suis toujours méfiant avec ces statistiques. En plus, ça dépend du point de départ, puisqu'on ne dira pas la même chose si c'est juste après le point bas de la crise financière ou si... Octobre 2022. Voilà. Octobre 2022. Voilà, donc il faut toujours faire attention avec ces statistiques. Non, ce qui est certain, ce qu'il faut voir, c'est quelles sont les thématiques qui peuvent être véritablement moteurs. C'est-à-dire qu'on sent que ce que les anglo-saxons appellent la fatigue de l'IA en ce moment. On est dans un cycle où on a beaucoup investi autour de la thématique de l'IA. C'est pas qu'elle est fausse, c'est pas qu'elle est totalement juste ni totalement fausse. On sent qu'on n'est pas vraiment dans une bulle parce qu'il y a quand même des réalités derrière cette thématique, mais on sent qu'il y a quand même des excès. Donc là, en ce moment, on est dans une phase, je dirais, de repricing. On réévalue cette thématique et puis on aimerait bien avoir d'autres thématiques, mais on reste bloqué. Et c'est ça le gros problème qu'on a aujourd'hui sur les marchés et c'est ça qui fragilise un peu les marchés parce que pourquoi ? Je vais vous faire tout simplement, soit vous pensez que l'économie américaine tombe en récession. Dans ce cas-là, c'est simple, la thématique, vous vendez vos actions, vous allez sur l'obligataire, vous attendez que la récession se passe, que la Banque centrale baisse ses taux et on n'en parle plus. Mais c'est pas le cas. Qui va vous dire aujourd'hui que l'économie américaine va tomber en récession à 3 mois ? Donc, vous n'êtes pas sur ce scénario extrême. Dans l'autre scénario, ce serait de dire, j'arrête d'investir dans l'IA, mais j'investis dans les valeurs cycliques. Sauf que, tout le monde le sait, tout le monde vous le dira, l'économie américaine va bien, mais vous retirez l'IA, ça va pas très bien. Et on sent qu'on a des Américains qui aujourd'hui sont en grande difficulté financière, hormis ceux qui sont les plus riches et qui profitent justement de la hausse des cours de la bourse. Mais hormis cela, on sent qu'il y a quand même des vraies contraintes financières. On sent que hors investissement IA, c'est pas du tout dynamique. Donc on sent qu'on n'est pas dans une situation, on a un risque géopolitique, on a le choc énergétique. Donc aller vers des valeurs cycliques, jouer une reprise. Je prends juste un petit exemple. Est-ce que vous avez envie aujourd'hui de jouer le marché immobilier américain ? Alors vous pourriez me dire, pourquoi pas oui, mais les taux, regardons les taux dans ce cas. Voilà, mais sauf qu'on n'a aucune visibilité sur les taux. Le marché du travail est solide, ça c'est vrai. On sent qu'il y a une demande, mais il y a l'effet taux qui vous bloque complètement. Donc aller sur l'immobilier, c'est un peu le côté qu'on va jouer si les taux commencent à baisser. Mais il faudrait avoir des signaux forts. Donc je pense que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'on a essoré la thématique de l'IA. Beaucoup. Vous pensez on va revenir là-dessus? Alors on va revenir, mais en tout cas, on a joué un peu la thématique de l'IA forcément gagnante, mais avec beaucoup de prudence, parce que regardez, si on avait vraiment eu des investisseurs qui avaient pris des paris forts sur la thématique de l'IA, ils auraient plutôt joué les valeurs qui vont profiter de l'IA. On reviendra aussi là-dessus. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a eu quand même une certaine, on a voulu jouer l'IA, mais sur ce qui nous semblait le plus sûr, qui étaient les semi-conducteurs. Mais voilà, c'est ça qui est en train de se retourner. Donc on manque de visibilité, on manque de scénario économique, et donc face à
ça, ça explique pourquoi on a peut-être une bourse qui s'essouffle, mais je dirais que plus qui s'essouffle, parce que quand on regarde aujourd'hui la correction depuis le début juillet, ça s'est fait dans les volumes inférieurs à la moyenne. Donc on peut pas dire qu'il y a une grande rotation ou qu'il y a des investisseurs qui délaissent les actions. On est plutôt sur des rotations sectorielles qui s'accélèrent, qui vont un peu dans tous les sens, je le reconnais, on peut changer d'une séance à l'autre, mais on n'est pas encore sur le fait on délaisse les actions. Si on délaisse les actions, il faudrait qu'on soit très noir sur l'économie, ce qui n'est pas le cas. Donc on reste un peu entre deux eaux, on manque de souffle sur la thématique de l'IA, mais on n'en est pas encore à trouver quelle sera la prochaine thématique, et tout le monde tourne autour de ça. Et tout le monde tourne autour de ça. Vous le dites vous-même, Christian, fatigue de l'IA, manque de souffle, Wall Street en révolte face aux investissements de l'IA, on a la bulle qui commence à se fissurer, bref, on a vraiment un narratif assez sclérosant autour de l'IA. On a même les chiffres qui l'indiquent, vous avez parlé un petit peu de ceux des entreprises qui devraient bénéficier de tous ces investissements massifs, et les semi-conducteurs, les fabricants de puces, le SOX en juillet, moins 17%. Donc quand même, en réalité, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour autant, ça c'est pour le tableau noir. Tableau vert, si je puis dire, tableau rose, eh bien, c'est les entreprises américaines qui ont annoncé hier, c'est le Wall Street Journal qui l'a appris, eh bien, qu'elles réembauchaient. C'est même ces entreprises qui, il y a quelques semaines, nous disaient l'IA était pourvoyeur de coupes dans les charges de personnel. Résultat, est-ce qu'on ne peut pas se dire, quand on voit que les marchés semblent passer en quelques semaines de l'euphorie à la panique sur l'intelligence artificielle, n'a-t-on pas tendance à vouloir tirer des conclusions définitives alors que finalement personne ne connaît encore réellement l'impact économique de l'IA ? Oui, non, mais c'est une réalité. C'est là où je dirais que attention au mot bulle, parce que bulle suppose qu'on soit complètement déconnecté des fondamentaux. Je vous prends juste un indicateur qui a été publié hier aux États-Unis. C'est les commandes de biens durables. Alors, je prends juste la partie noyau dur. J'enlève tout ce qui est très volatile, commandes militaires et aéronautique civile. Et donc, si vous prenez ce noyau dur des commandes, on est à plus 13% sur un an en valeur. Alors, c'est de la valeur. Il y a peut-être un effet prix, mais ça prouve qu'à 13%, on est dans un plein boom, dans un boom d'investissement. Alors, ce qui est inquiétant dans ce chiffre, c'est qu'on est à plus 13%, mais on voit que les commandes non honorées explosent aussi dans le secteur de l'électronique. Donc, ce qui se passe là, c'est que c'est plus complexe. C'est-à-dire qu'on a des commandes, mais on a des tensions sur les chaînes d'approvisionnement qui sont telles qu'on a du mal à répondre à ces commandes. Mais les commandes ne se tarissent pas. On continue d'investir, on continue. Donc, on est pris un peu entre deux feux. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle ? C'est très compliqué parce qu'on passe d'une phase où on avait zéro risque à investir sur l'intelligence artificielle. Je m'explique, c'était après qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais il y avait quand même des hyperscalers qui avaient les poches profondes, qui avaient plein de sous et qui ont dit on va investir massivement. Donc, quel était le risque que j'achète un SK hynix, un Samsung, que j'achète un Nvidia, puisque finalement j'étais sûr qu'il allait avoir un programme d'investissement, il nous l'a annoncé, un programme annuel, un programme sur plusieurs années, et c'était des gens qui étaient investment grade, bien notés, de qualité financière solide, et qui n'avaient aucun problème pour investir. Donc, on est passé de cette phase un peu d'euphorie, mais qui était forcément gagnant-gagnant pour les investisseurs. Zéro risque. Comment voulez-vous qu'une boîte baisse, ne sorte pas des résultats en x2, x3, lorsqu'on a des annonces de plus de centaines de milliards d'investissements? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation beaucoup plus complexe pour plusieurs choses. Première chose, la concurrence de la Chine. On s'est aperçu que la Chine, sur certains domaines de l'IA, mais je dis bien sur certains, pas tous, parce que là, ce qui s'est passé sur la ASML, ça va un petit peu vite et les marchés se sont un petit peu emballés. Mais par exemple, sur les modèles d'intelligence artificielle, on s'est aperçu que la Chine pouvait faire mieux en faisant du low cost. Parce que le problème du logiciel, c'est qu'il y a une partie qui est open source, qui est ouverte à tout le monde, et que finalement, on peut faire des modèles moins efficaces, moins efficients, mais moins chers. Et donc, la Chine a attaqué son retard en attaquant le low cost, comme elle le fait toujours. Donc, on s'est aperçu déjà, oula, ça devient dangereux. Il y a quand même un facteur de risque. Et puis après, on s'est dit, bon, on va aller sur les semi-conducteurs. Et dans les semi-conducteurs, il y a 3 acteurs qui se partagent un marché, qui sont les mémoires qui servent aux data centers. Et ces mémoires, ce sont des mémoires qu'on empile. Et il n'y a que 3 acteurs dans le monde qui savent faire ces mémoires empilées. Donc on s'est dit, au moins, quand on achète ces 3 acteurs-là, on est tranquille, ils ne seront pas concurrencés, ils profitent des investissements. Donc on s'est engouffré sur ça. Donc on a atteint des niveaux de valorisation énormes. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a peut-être des améliorations à faire, des solutions technologiques qui permettent de consommer moins de mémoire, de mieux utiliser, d'avoir des modèles plus efficients. Donc on se dit, est-ce qu'on n'a pas été trop vite? Et puis on a peut-être un effet, ce qu'on appelait un effet FOMO. Pour une fois, c'est pas sur les marchés, mais c'est sur les acteurs autour de l'IA. C'est-à-dire que ces acteurs autour de l'IA se sont dépêchés d'acheter ces puces, d'acheter ces mémoires, ont même acheté sur plusieurs mois, mais finalement, c'est parce qu'il y avait une certaine panique. Et ça traduisait pas forcément une demande aussi forte que ça. Donc on commence à avoir des marchés qui commencent à se dire, bon, on a joué cette thématique, on était certains, mais
mais finalement, est-ce qu'on n'a pas finalement acheté un peu trop cher? Est-ce qu'on ne s'est pas un peu emballé? Et est-ce que, un peu comme toujours, quand il y a une situation de pénurie, tout le monde se dépêche d'acheter, ça fait monter les prix. Et puis après, les prix, l'inflation, elle est là. Et aujourd'hui, la grande crainte, c'est qu'avec l'inflation qu'on a eue autour de ces mémoires, avec cette volonté d'acheter à tout prix et à n'importe quel prix ces processeurs, on se retrouve sur une grande déprime ensuite. C'est pas que l'IA sera morte, c'est pas qu'on ne fera pas des data centers, c'est qu'on aura stocké des puces et puis il va falloir écouler ces puces. Et puis on s'aperçoit, dernier point, c'est que la construction des data centers prenne beaucoup plus de temps qu'on pouvait le penser et que peut-être chose aussi qu'on a mal pris en compte et qu'on commence de plus en plus à prendre, c'est que la diffusion de l'IA sera beaucoup plus lente que ce que l'anticipait les marchés. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire juste qu'on ne dit pas du tout la même chose sur les free cash flow que vont générer les hyperscalers si vous avez l'IA qui se développe en 2 ans ou en 5 ans. Et là, juste un petit bémol, je vais juste vous donner un petit exemple qui est intéressant, que j'ai trouvé intéressant, c'est ce qui s'est passé avec nos amis d'OpenAI, qui avaient un modèle. Ils avaient un modèle. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils testent les modèles dans ce qu'on appelle des box, des boîtes. On parlait de Mythos, en l'occurrence. Alors non, là, c'était un autre... c'était pas Mythos, mais c'est un de leurs modèles qui est dans une boîte. C'est-à-dire qu'on l'enferme. Et on a dit à ce modèle, fais tout ce que tu peux pour casser les sécurités, donc on se dit, on l'enferme dans une boîte, on risque rien, sauf que ce modèle a trouvé une faille de sécurité dans un logiciel intermédiaire qui était en dehors de la boîte et il y avait une faille 0D, c'était une faille qu'on n'avait pas découvert encore. Il a découvert cette faille et grâce à cette faille, il a pu accéder à Internet et grâce à cet accès à Internet, il a pu aller chercher, attaquer un site et chercher des informations supplémentaires pour optimiser son programme d'attaque derrière. Donc c'est un agent IA qui est pas devenu autonome. Il respecte. Attention, il y a un élément important. C'est pas une intelligence artificielle qui est hors de contrôle, qui est plus intelligent que nous. On lui a donné une fonction d'optimisation. Il optimise sa fonction par quels que soient les moyens. Sauf qu'il a trouvé une faille de sécurité qui lui a permis de faire des actions illégales et d'attaquer un site. Oui, alors pourquoi ça, exactement. Il a hacké un site quand même. Il a hacké un site. Il a hacké un site qui est le sorte de GitHub de tout ce de l'intelligence artificielle. Et donc il a attaqué et surtout OpenAI il l'a vu que 15 jours après. C'est-à-dire qu'il a pu fonctionner, utiliser énormément. Alors, ils voyaient qu'il consommait énormément de capacité de calcul, mais ils l'ont vu que 15 jours après. Alors, quels sont les enseignements de ça? Donc, non, l'intelligence artificielle n'a pas sa propre vie. Elle ne fait que réaliser un programme. Bon. Mais ce que nous montre surtout, c'est que les agents IA vont devoir être déployés avec beaucoup de prudence, parce qu'on s'aperçoit qu'il va falloir auditer, vérifier qu'elles sont sûres. Je vous prends un exemple. Je vous donne un agent IA pour gérer votre budget. Si l'agent IA commence à vous dire je peux voler de l'argent, comme ça tu auras plus et tu pourras acheter plus, et qui va sur un site pour voler de l'argent et pour vous le donner, vous vous dites à un moment donné, oui, il maximise ma consommation. Ok, mais d'un autre côté, il le fait de manière illégale. Donc il faut lui dire, oui, mais attention, on te met une barrière, ça tu peux pas le faire. Donc il y a un effet d'apprentissage encore de la part il y a énormément de travail. Et ça, je dis ça, attention, pourquoi? Parce que tous les hyperscalers, tous nous ont vendu les agents IA. Les agents IA, pourquoi? Parce qu'un agent IA consomme beaucoup plus de capacité de calcul que l'intelligence artificielle. Et ils ont basé toute leur construction d'investissement dans les data centers sur le développement des agents IA. Sauf que moi, je pense que avant de sécuriser, avant d'auditer, avant de laisser la main de votre entreprise à un agent IA sur les achats des fournisseurs, sur des choses comme ça, il faudra que vous soyez sûr de la fiabilité. Et ce que vient de nous démontrer OpenAI, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail. C'est pas que c'est faux. C'est juste qu'il y a encore en construction en fait. C'est encore en construction. On va aller plus vite que la musique et c'est là qu'est le principal risque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous investissez dans les techs, faut pas mettre les techs à zéro, faut pas tout vendre. C'est pas une bulle. Par contre, est-ce qu'il y a une possibilité de correction et est-ce qu'on a été trop loin? La réponse est oui. Et donc on est plutôt dans une phase de correction et surtout, je pense qu'on est dans une phase de repricing des risques. C'est-à-dire que la thématique est devenue risquée, il faut être sélectif et on n'est plus sur un achat à l'aveugle en se disant que ça peut que monter. Christian, je vous écoute attentivement. Plus vite que la musique, emballement, hâte, FOMO des industriels, diffusion sur plusieurs années. Est-ce que finalement l'erreur des investisseurs, ce n'a pas été de vouloir mesurer l'IA trimestre après trimestre, alors que vous le dites vous-même, ça va prendre plusieurs années, l'impact économique devra être évalué qu'à l'échelle de plusieurs années. Est-ce que cette analyse trimestre par trimestre
même si je sais ce que vous allez me répondre, quand on investit dans une entreprise, on veut avoir des informations sur le modèle économique, sur la poursuite de la trajectoire qui a été négociée longtemps en amont. Mais malgré tout, est-ce que l'unité de temps, est-ce que finalement, les sociétés de gestion, les fonds d'investissement, ne devraient pas eux-mêmes se réadapter à ce nouveau cycle? Alors, en théorie, oui, mais c'est toujours aussi le côté que si je vous dis que vous voulez attendre de voir si ça marche et que vous allez investir et vous allez aider qu'au moment où vous verrez qu'il y a des retours sur investissement énormes, vous dites qu'il y aura quelqu'un qui va vous dépasser et qui va le faire avant vous. Et d'un autre côté, si on n'a pas d'informations, ça me gêne parce que moi ça me met au chômage, mais ça c'est plus aléatoire. Mais surtout, c'est qu'on a besoin d'informations pour porter un jugement, pour savoir comment ça évolue, et on n'empêchera pas les effets d'emmêlement, parce que le problème sur les marchés, c'est qu'il ne faut pas être le dernier à sortir et le dernier à entrer. Donc c'est toujours le problème, c'est que il faut être toujours en anticipation. Donc qu'il y ait des surréactions de marché, je pense qu'on n'y évitera pas, et c'est pas une question de temps de publication, parce que de toute façon, il y aura toujours un analyste financier qui aura mangé avec le directeur financier entre les deux publications et qui viendra vous faire un rapport dithyrambique sur la boîte en disant on a sous-estimé ci, il y a ça, et qui vous donnera cette information et qui derrière sera jouée sur les marchés. Donc c'est pas la publication qui pose problème aujourd'hui. Je pense que ce qui pose problème, c'est peut-être l'excès, comme toujours, sur les marchés, et le manque de sélectivité. Je vous prends un exemple aujourd'hui. Moi, je suis quand même assez étonné, et ça commence à venir, puisqu'on a eu Goldman hier qui nous a dit que les fonds alternatifs aujourd'hui investissaient massivement dans la santé et qu'ils avaient repondéré massivement le secteur de la santé sur la thématique de l'IA. Donc forcément, on est de nouveau en train d'avoir des investisseurs qui commencent à prendre un peu de recul, qui se disent que de nouveau, c'est pas que les semi-conducteurs, c'est bien, mais ça a été pricé, et il faut maintenant réfléchir un peu plus. Quels sont les secteurs les plus sensibles à l'IA et à partir de quand? Alors moi, c'est vrai que la santé fait partie du secteur que je privilégiais sur cette thématique-là, et j'étais assez étonné qu'on la joue pas plus sur les marchés. Les effets de levier les plus importants sont naturellement dans tout ce qui est logiciel, et je pense qu'on a sévèrement sanctionné le logiciel beaucoup trop violemment et de manière indiscriminée, mais au contraire, même si vous n'avez pas le modèle, je pense que, par exemple, des entreprises comme Dassault Systèmes, des entreprises comme Adobe, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont le client, ils ont la data du client. Et eux, justement, ils vont pouvoir faire la concurrence. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils pourront prendre Anthropic. Si Anthropic leur convient pas, ils prendront OpenAI. Donc, je pense que le marché a fait une erreur profonde en pensant que la valeur ajoutée était au niveau des modèles. Pour moi, il y a zéro valeur ajoutée au niveau des modèles parce que c'est de l'open source et vous pouvez être concurrencé par un Chinois. Alors, certes, le modèle de pointe d'Anthropic, qui est le Claude, la dernière version, le Mythos, oui, mais il va concerner combien de personnes? Les personnes qui sont dans la cybersécurité, les personnes qui sont très pointues. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous avez une base de clientèle qui vous donne accès à leurs data personnelles, qui ne sont pas sur l'Internet et que les modèles ne peuvent pas utiliser, et qui vous demandent un logiciel pour utiliser ça. Alors, je vous prends l'exemple, par exemple, de Dassault Systèmes, c'est intéressant. Dassault Systèmes, ils ont les données de leurs clients dans la santé, dans tout ce qui est ingénierie. Et donc, ces données-là, elles ne sont pas sur Internet, elles ne se circulent pas librement. Et ils adaptent les modèles pour ces clients-là. Et donc, on ne pourra pas demander demain à l'intelligence artificielle de se passer de Dassault Systèmes. Donc, je pense, c'est un exemple. Mais c'est un très bon exemple. Il y en a un autre, c'est SAP aussi. Alors, SAP, voilà. Et donc, je pense que les marchés ont été trop durement... trop durs à l'égard de ces acteurs-là, et qu'ils auront un potentiel. Donc, santé, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est média, qui est naturellement en première ligne, ce sont des secteurs, naturellement, qui sont les plus amènes à en profiter. On va basculer sur l'actualité de demain, la Réserve fédérale américaine qui se réunit. Alors, ce sont que des articles, ce sont pas des retours d'experts, mais quand même, malgré tout, on le sait, depuis sa première réunion, Kevin Warsh a dit quelque chose à la communauté financière de très intéressant, c'est qu'il ne communiquerait pas. Ok, très bien, merci monsieur. Mais alors dans ces cas-là, se pose la question de savoir, des outils comme FedWatch, qui sont basés justement sur la rencontre entre la communication de la Réserve fédérale américaine et le travail de modélisation des banques, notamment sur les Fed Funds à 30 jours, et quand ça se réunit, on peut en déterminer des probabilités importantes et solides. Sans cette partie communication de la Fed, est-ce que finalement, un outil comme FedWatch a encore du sens? Alors oui,
Oui, mais faut bien l'interpréter. C'est comme tout. Oui, pourquoi ? Parce que le FedWatch, c'est quoi ? C'est un outil. Alors maintenant, c'est calculé. Moi, à mon époque, quand j'ai commencé, je le faisais à la main sur ma feuille Excel. Donc, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Hein, mais c'est juste qu'il faut avoir les cours de marché. Et qu'est-ce qui se passe ? On prend ce qui c'est sur le marché monétaire, et il y a des gens qui peuvent vouloir acheter le niveau des Fed Funds dans 3 mois. Et donc, c'est souvent des banques. C'est pour ça que ça s'appelle le marché monétaire, et ça concerne plutôt des acteurs bancaires. Et pour les banques, c'est important de savoir quel est le niveau de taux auquel ils vont se refinancer. Donc, pour eux, savoir... Une banque peut dire, j'ai pas envie de prendre un risque aujourd'hui, je veux me couvrir et je veux qu'en septembre, j'aille ce taux qui soit accordé. Donc, derrière, on fait une contrepartie, il y a peut-être une autre banque ou un autre intermédiaire qui dit, OK, moi, je suis pas d'accord avec toi, je pense que les taux vont pas bouger, l'autre, il est prêt à un, et donc, on fait un prix et on s'échange. Et à partir de cet échange, et à partir de cette... On en déduit la probabilité, parce que si le prix, finalement, de la couverture, c'est le niveau des Fed Funds aujourd'hui, vous dites, c'est que tout le monde anticipe que ça reste stable, donc ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement d'anticipation de hausse. Par contre, si je vous dis qu'il y a 33% de probabilité de hausse, c'est pourquoi ? Parce que moi, pour acheter le niveau des Fed Funds en septembre, je vais les payer un peu plus cher que leur niveau actuel. Et donc, j'en déduis qu'on price 33% de hausse. Si c'était 100% de hausse de 25 points de base, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour me acheter le niveau des taux d'intérêt en septembre, je le paye avec 25 points de base de plus. Donc, ça veut dire que j'ai 100% de probabilité que le marché dit on a 100% de probabilité que la Fed monte ses taux. Mais si j'achète à 33%, donc je paye un tout petit peu plus cher, on en déduit que c'est une probabilité de 33%. Vous voyez, c'est tout simple. C'est tout simple. C'est juste une anticipation et un échange de marché. Oui, mais avant Kevin Warsh, la Fed, d'une certaine façon, corroborait ces anticipations de marché. Là, non. Alors, c'est là toute la difficulté. Est-ce que finalement cet outil FedWatch ne risque pas d'être parasité par les variables de construction des modèles de ces Fed Funds, parasité par un poids plus important des perspectives d'inflation, par exemple? Alors, juste pour finir, juste un petit point quand même pour bien préciser, pour être clair. Attention, ce sont les anticipations du marché monétaire, donc d'acteurs du marché monétaire, et qui peut répondre aussi à des besoins de liquidité des banques et de couverture. Donc attention, c'est pas que les anticipations de la Banque centrale. Il peut y avoir un acteur, une grosse banque américaine, qui a décidé de couvrir toutes ses positions derrière. Donc ça va biaiser un petit peu. Déjà, ça peut biaiser. Et puis deuxième chose, attention, là on parle du septembre, mais on a aussi toute la courbe des futurs qui vont jusqu'à 12 mois. Donc même des fois jusqu'à c'est 12 mois en général, jusqu'à ce qu'on aille le calendrier des FOMC. Donc du coup, attention à ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui se couvrent sur plus long terme. Donc là, on est quand même sur plus des scénarios, plus d'incertitudes, et la Banque centrale nous dit pas ce qu'elle va faire à un an. Donc elle nous l'a jamais dit. Donc c'est pas. Il y a les dot plots sur lesquels il y avait des plots qui pouvaient intégrer quand même, mais qui étaient un point qui nous donnait le point fin d'année et cette année et l'année d'après. Mais voilà, ça nous calait un petit peu. C'était déjà un petit indicateur. C'était une indication, mais c'est pour dire, ça calait les anticipations, mais ça n'empêchait pas de la volatilité sur ces anticipations. Alors, le gros problème de Kevin Warsh, c'est pas le fait, à mon avis, qu'il donne pas de forward guidance, c'est le fait implicitement, il nous dit qu'il va changer la fonction de réaction de la Banque centrale. Je vais juste vous donner, alors là, je vais faire parler Madame Lagarde de la BCE, c'est que Madame Lagarde, elle nous a dit les marchés, on ne donne pas de forward guidance, mais les marchés connaissent notre fonction de réaction. Ça signifie quoi ? Ça signifie que les marchés savent que la BCE va regarder le CPI, va regarder l'indice des prix à la consommation, va regarder la distribution de crédit, va regarder les taux longs, va regarder les cours du pétrole. Elle nous a même dit, là, dans la dernière conférence de presse, qu'il regardait même les différents cours du pétrole et suivant les coûts de raffinage et tout ça. Ils tenaient compte maintenant des coûts de raffinage dans leurs projections, alors qu'avant, ils prenaient que les futurs sur le marché et ils ne tenaient pas compte des coûts de raffinage. Donc, elle nous dit précisément quels indicateurs ils regardent. Ils ont leur wage tracker, le tracker salaire. Donc, ils nous disent très clairement, voilà les indicateurs qu'on rentre dans notre modèle. Après, on connaît assez bien le modèle de la BCE. On sait que c'est juste un modèle qui tient compte de l'inflation et qui n'a pas d'objectif sur le marché du travail. Et donc, vous rentrez ça dans la fonction de réaction de la BCE et vous en déduisez de ce qu'elle va faire après. Alors, après, comme elle le dit elle-même, ça sera data dependent. Il y a de l'incertitude de data, mais on comprend la logique. On sait qu'il y a cette logique. Avec Monsieur Kevin Warsh, c'est plus compliqué parce qu'il nous a quand même pas mal embrouillé.
D'une part, il nous a dit l'IA, c'est formidable, ça change un peu les choses, faut qu'on réfléchisse. Il nous a mis 5 commissions qui vont réfléchir, qui vont repenser complètement l'économie, qui nous dit déjà, attention, le PCE, les prix du PCE, c'est l'indicateur de référence, mais c'est peut-être pas le bon indicateur. Attention, les données qu'on a, elles sont trop révisées, il faudrait peut-être qu'on prenne de nouvelles données économiques, qu'on découvre des données beaucoup plus haute fréquence. Donc du coup, on est un peu perdu parce que ça veut dire que est-ce que le CPI est encore important? Est-ce que l'indice des prix est encore important? Est-ce qu'il faut prendre le PCE? Alors, en plus, on sait que tous les membres du FOMC, parce que lui, il est qu'un membre votant, donc tous les membres ne seront pas d'accord parce qu'il y aura forcément certains qui résisteront et qui diront ça marchait juste là, pas si mal que ça. Alors pourquoi faut qu'on prenne de nouveaux indicateurs qu'on connaît pas et est-ce qu'ils seront stables? Est-ce qu'ils seront pertinents, etc. Donc, on est dans cette incertitude parce qu'il nous a clairement dit qu'il veut changer la fonction de réaction de la Banque centrale américaine. Alors la seule chose qui maintient les marchés et qui justifie que les marchés ne surréagissent pas à ça, c'est le fait qu'il a mis en avant sa promesse sur l'inflation. Il nous promet que l'inflation est, et comme il le dit lui-même, l'inflation c'est voulu par la Banque centrale. La Banque centrale maîtrise complètement l'inflation et moi je ferai tout pour que l'inflation revienne à l'objectif. Et c'est ce que vous aviez dit de toute façon, Christian Parizeau, sur ce plateau, vous avez dit si finalement on dépouillait cette inflation de ses variables les plus volatiles, on est à 2,3, 2,4, donc en réalité il dit pas n'importe quoi. Non, il dit pas n'importe quoi. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que on sait pas comment il va raisonner. Alors justement, je rebondis, merci. Donc l'univers, je suis désolé, je reste là-dessus, je suis journaliste, comme vous savez. Donc, dans un contexte de communication plus opaque de la Fed, le Fed Watch reste utile, mais si je vous comprends bien, il devient moins un outil de prévision qu'un thermomètre du doute des marchés. Oui, entre autres. C'est-à-dire qu'il va peut-être regarder plus la volatilité du Fed Watch. Exactement. C'est plus ça qui va être intéressant, parce que finalement, si on a des anticipations qui sont ancrées, qui restent stables, et si les anticipations de 2 hausses de taux cette année restent stables, ne bougent pas, ça ne crée pas de remous sur les marchés. Okay. Par contre, si on passe de 2 à 3 ou qu'on revient à 1, bah ça c'est un signal. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque de surinterprétation des prochains mouvements de la Fed? Et auquel cas, on l'a vu, on en parlait hier, le 23 juillet, le 10 ans américain, il est à 4,71. Est-ce que ce 4,71, il n'est pas un peu exagéré? Il ne reflète pas finalement ce doute autour de la communication de la Fed? Oui, moi je pense qu'une partie de la hausse des taux longs américains, pas la totalité, mais une partie provient forcément de cette incertitude. Okay. Mettez-vous à la place, alors je vais parler d'investisseurs japonais aujourd'hui ou d'investisseurs étrangers non résidents, puisque sur la partie longue de la courbe des taux, c'est beaucoup de non résidents qui font la liquidité de ce marché, et donc ça veut dire que les États-Unis, ils peuvent emprunter facilement à très court terme. C'est pour ça que le Trésor américain emprunte plutôt sur la partie haute de la courbe des taux, parce que c'est plus des résidents et des acteurs bancaires américains qui vont sur le court terme, mais sur la partie longue, sur du 10-30 ans, c'est énormément de non-résidents qui investissent. Donc, vous avez déjà un risque dollar. Vous êtes non-résident, si vous prêtez de l'argent au Trésor américain, vous faites un pari implicite. Il existe encore un peu sur le dollar. Donc vous avez un risque derrière le dollar, poids de l'économie américaine, géopolitique, endettement, etc. Donc tout ça va ensemble. Et en plus, maintenant, vous avez une incertitude sur comment va traiter l'inflation Monsieur Kevin Warsh. Si Monsieur Kevin Warsh prend un nouvel indicateur qui lui convient bien, qui vous dit qu'il n'y a pas d'inflation, mais que le CPI vous dit le contraire, ça peut poser un problème de crédibilité justement vis-à-vis des Américains qui vont tous les jours dans les parce que le gros problème c'est que c'est pas que c'est faux les indices. On peut ça dépend ce qu'on leur fait dire. Il y a une révision de calcul d'un indice de l'inflation américaine, mais alors à la marge je crois. Mais à la marge, mais c'est pas trop ça le problème. Mais c'est qu'il y a différents indices aux États-Unis. Il y a l'indice des prix à la consommation qu'on connaît tous, c'est vos biens que vous consommez tous les jours. Après il y a les prix du PCE et les prix du PCE c'est plus un indice théorique parce qu'on intègre dedans des prix que vous ne voyez pas forcément. On va par exemple intégrer tout ce qui est consommation de biens administratifs. Ça, vous ne le voyez pas. Le stylo, la machine à... Le coût de production... La machine à écrire, j'allais dire. Le coût de production, le coût de production, ça peut être le coût de production de l'armée, le coût de production des biens administratifs. Donc, c'est vraiment... l'avantage de cet indice, c'est que c'est un indice très large. Et donc, c'est un indice qui permet de prendre beaucoup de choses en compte, mais qui prend surtout en compte des biens qui sont beaucoup moins volatiles que ce que vous mettez dans votre panier. L'essence est diluée dans cet indice-là. Donc, ça veut dire, c'est pour ça qu'on le regarde. Seul petit bémol, c'est qu'actuellement, il est stimulé par l'inflation IA, qui ne rentre pas dans le CPI. Je vais vous prendre un exemple. Le poids des smartphones ou le poids des ordinateurs, c'est très faible dans l'indice des prix à consommation parce que c'est une petite
Vous l'achetez, mais pas tous les jours. C'est pas comme votre baguette. Et donc, c'est un point assez limité. Par contre, dans le PCE, il rentre parce qu'on prend quelques prix à la production et il rentre dans le coût de production des services technologiques. Et donc, avec la hausse du coût des serveurs, le coût des services technologiques et rayonnemente. Et donc, il est intégré à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que dans le CPI, si vous avez Microsoft qui voit ses coûts de production multipliés par 2, mais qui vous vend Office au même prix, eh ben, ça rentre pas dans le CPI. Par contre, dans le PCE, les coûts de production de Microsoft augmentent et donc le coût des services augmente et donc il rentre dans le CPI. Okay. Donc c'est pour vous dire un petit peu dans le PIB et dans le PCE. Donc c'est dire, c'est pas que c'est faux. C'est pas que c'est faux. C'est juste pourquoi j'entre un peu dans les détails. C'est juste que on peut pas. C'est une question de mesure, de convention de mesure. Et c'est vrai qu'en ce moment, il pourrait prendre des indices de prix qui sont beaucoup plus favorables, mais pour l'instant, et qui nous indiquent que l'inflation aux États-Unis, alors selon ce que l'on retient, par exemple, si je retire l'énergie, l'immobilier, le tabac, la nourriture, et tout ça, on peut être à 2,1. Je peux vous prendre un indice aujourd'hui qui est à 2,1 d'inflation aux États-Unis. 2,1. Bon, mais c'est le cas extrême. Mais le problème, c'est que l'Américain, oui, mais c'est ça finalement. L'Américain moyen, on voit midi à sa porte, on choisit l'intérêt. Oui, non, mais l'Américain moyen, lui, il voit l'essence à $4 le gallon. L'Américain moyen, il va être à 3%. Ouais. Sauf que on est à 2,1 sur la partie vraiment la moins sensible, le noyau dur de l'inflation. Donc ça veut dire que l'inflation aujourd'hui, elle est faite sur quelques postes. Elle n'est pas globale. Donc ce qui fait dire à certains colombes de la Banque centrale américaine qu'il n'y a pas une réelle inflation, parce que le noyau dur de la majorité des prix ne progresse pas plus que de 1. Mais pour le ménage américain, dans son pouvoir d'achat, on n'est pas à 2,1. C'est ça. Et Donald Trump, lui, il a ses midterms qui arrivent. Tout dépend ce que vous voulez dire. Donc le gros problème, c'est pas ça. Le gros problème, c'est quelle est la crédibilité sur le marché obligataire. Mais alors, et c'est ça. C'est à quel niveau de taux aujourd'hui les non-résidents sont prêts à prêter aux États-Unis. Et les non-résidents sont prêts à prêter aux États-Unis sur 10 ans que s'ils considèrent qu'en moyenne sur 10 ans, ça sera 2% d'inflation. Si je vous dis qu'en moyenne c'est 3 ou 4, là je vais demander beaucoup plus de taux d'intérêt. Donc c'est ça le vrai élément, c'est pas l'indice de référence, c'est pas est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison, c'est la crédibilité qu'a la Banque centrale. Et donc, dans cette crédibilité, c'est la compréhension de comment la Banque centrale va déterminer ses taux. Et c'est pour ça qu'il est en risque aujourd'hui. Et est-ce que justement, en l'absence d'un discours de guidance, je dirais, de la part de son président Kevin Warsh, est-ce qu'on ne peut pas aller chercher chez les présidents des banques régionales de la Fed? On parle de Lori Logan, on parle de Beth Hammack, qui, elle, publiquement, juge l'inflation plus préoccupante que l'emploi et devrait voter contre le statu quo si c'est ce qu'il négocie actuellement. Est-ce que vous aussi, vous accordez une oreille plus importante, plus intéressée à ce que disent les présidents des Fed régionales maintenant? Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est vrai que, mais c'est qu'une voix. C'est ça, pareil. Bien sûr. Vous voyez bien qu'en Europe aussi, c'est la même chose. On a le discours allemand et le discours, on va dire, français, qui peut être des fois en décalage. Donc, il y a des écarts. Mais c'est vrai aux États-Unis. C'est-à-dire que vous avez des différents patrons de présidents qui ne raisonnent pas de la même façon. Mais il y avait un élément qui était important, c'est que le président de la Banque centrale américaine, il donne son avis, mais il fait aussi la synthèse des autres. Et donc, il fait la synthèse du board et il fait la synthèse des différents présidents de la Banque centrale. Donc, c'est pour ça qu'on l'écoute beaucoup plus. C'est aussi son côté porte-parole. Parce qu'au pire, quand Powell disait « moi, je pense que », je le mettais un peu de côté parce que, par contre, j'ai écouté beaucoup plus lorsqu'il disait nous pensons que, nous avons décidé. Donc, ça veut dire que la synthèse du FOMC. Et pareil pour Madame Lagarde. Madame Lagarde, elle parle au nom des gouverneurs. Elle dit rarement sa position. Elle est beaucoup plus à mettre en avant la position des gouverneurs et donc elle est beaucoup plus lisse là-dessus. Mais ça n'empêche pas que vous avez des fois des gouverneurs, les gouverneurs allemands qui peuvent avoir des discours qui sont beaucoup plus marqués. Donc, c'est pas choquant en soi, mais ça montre ce qu'il faut regarder, c'est l'équilibre au sein du FOMC. Est-ce qu'il y a des membres qui vont vraiment s'opposer au nouveau président de la Banque centrale américaine? Et donc, est-ce que véritablement ça influence ou pas la politique monétaire? Et le gros problème que l'on a aujourd'hui, moi je dis, encore une fois, je le répète, l'élément central, c'est pas les forward guidance, c'est pas le fait qu'il nous dise ce qu'il va faire. Le gros problème, c'est qu'il nous promet un chambardement dans la façon de raisonner. Alors peut-être que ça va accoucher une souris, peut-être que quand il va avoir tous ces comités qui vont donner leur
conclusion, in fine, on va dire, on change rien parce que il n'aura pas la majorité au sein du FOMC pour faire les changements que lui désirerait. Donc, il sera peut-être pris à revers pour son propre FOMC. Intéressant. Donc, d'ailleurs, Trump a dit pas plus tard qu'il y a les dernières 24 heures que le FOMC était trop politisé, qu'il s'opposait au président de la Fed. Donc, ça traduit bien qu'il y a des tensions et qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc, voilà, ça peut accoucher d'une souris. Mais en tout cas, en attendant, si j'étais Fed Watcher, ceux qui suivent, on est obligé de tenir compte qu'on peut potentiellement changer de modèle et quelles seront les conséquences, comment on va réagir. Une nouvelle cible de taux ? On passerait de 2 à 3. Alors ça peut être, c'est plus fin que ça. Je prends un exemple. Alors après, moi je suis pas contre parce que j'étais assez d'accord, j'étais assez critique vis-à-vis de ça. Monsieur Kevin Warsh a largement critiqué une position du FOMC, de la Banque centrale qu'elle avait prise, qui était sur l'inflation. C'est-à-dire qu'elle avait changé l'objectif de 2%. C'était un objectif de 2% sur le cycle économique et non pas de 2% intrinsèque. Ça veut dire que si pendant 6 ans vous avez une inflation qui était en dessous de 2 et que pendant 6 ans vous aviez une inflation au-dessus de 2, et qu'en moyenne, on était sur les 12 ans à 2, l'objectif était atteint. D'accord. Lui, il dit, il est sur une lecture beaucoup plus stricte, et moi je suis assez d'accord avec lui là-dessus, il faut 2. Point barre. Okay. On a un objectif de 2, et on ne tient pas compte du cycle, on ne tient pas compte de tout ça. On a un objectif clair. Bon. Vous voyez, il n'y a pas que des choses. Je ne pense pas que c'est forcément négatif. Je pense qu'il est très monétariste dans sa vision des choses. Et donc, je pense qu'il sera beaucoup plus dur que ce pensent les marchés vis-à-vis de l'inflation. Mais en attendant, l'incertitude fait que tant qu'il n'a pas mis les bases, même s'il dit un jour je suis monétariste, bon, ça va. Le marché va être moins content, il va moins avoir de liquidité et tout ça, ça va réagir. Mais une fois, on saura comment il raisonne. Et derrière, on saura qu'il regarde la masse monétaire. D'ailleurs, il a fait republier M2. Donc, on verra que... indicateur, du coup, là, ça y est. Il est monétariste. Il est monétariste et il ne s'en cache pas. Il a changé un peu sa veste en cours de route. Maintenant, il faut qu'il convainque ses petits camarades et il faut que sa fonction de réaction corresponde à une fonction de réaction de monétariste. Mais ça changera complètement nos discours et nos prévisions sur la Banque centrale après. Christian, je suis désolé, on avait d'autres choses à voir, notamment le pétrole, également l'actualité en France, les incendies. Allez, on le fait 2 minutes, je suis désolé, pardon. Les incendies, c'est l'actualité quand même qui bouleverse un peu tout le monde. Au-delà, on va parler économie, mais évidemment l'impact est évidemment humain, mais surtout psychologique aussi, on l'a bien compris. Mais d'un point de vue économique, on comprend qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont pâtir en fait de ce tragique événement. Est-ce que l'on sait calculer le coût à peu près? On sait que les assureurs ont été obligés par l'État à assurer ce qu'elles doivent assurer. Vous, de votre côté, vous avez modélisé un petit peu, vous avez un œil, un esprit, un premier chiffre éventuellement? J'ai refait un petit peu des calculs, mais ça reste très grossier. J'avais un petit modèle que j'utilisais pour la canicule. Bon, l'effet canicule est beaucoup plus fort que l'effet incendie, parce que l'effet canicule touche l'ensemble du pays en général, dans une zone beaucoup plus large. Là, on est quand même sur une zone beaucoup plus contrainte. Alors, sur l'Europe, on serait sur un impact autour de 0,2, 0,1 point de PIB. Sur le PIB, sur le PIB. Et sur la France, on serait plutôt autour de 0,2, 0,3 points de PIB. C'est énorme. Donc ça reste quand même important, ça reste significatif, alors toutes choses égales par ailleurs. C'est un peu grossier, parce que, encore une fois, c'est des estimations alors qu'on n'a pas tous les éléments aujourd'hui. Ce qu'il faut voir, c'est que ça impacte fortement certains secteurs, mais ce qu'il faut voir, c'est quels sont les secteurs qui sont impactés temporairement et qui vont rebondir, et ceux qui le sont durablement. Par exemple, quand on a une phase quand on est dans une phase de canicule, on a une baisse d'activité dans le bâtiment, mais ça peut se rattraper ensuite. Ce qui est vraiment là, ce qui va vraiment être touché, c'est naturellement le tourisme, je vais pas vous l'apprendre, les transports, la production d'énergie, parce que contrairement à ce qu'on croit, on consomme peut-être plus d'énergie, ou en tout cas ça a des impacts, mais ça déstabilise et ça augmente les coûts de production de l'énergie, notamment des centrales électriques, donc c'est pas si neutre que ça, et ça a un impact naturellement sur tout ce qui est logistique. Ok, juste Christian, pour que tout le monde puisse bien comprendre, 0,2 points de PIB, ça équivaut à peu près à 6 milliards d'euros, globalement, c'est ça, pour qu'on puisse situer, donc c'est à peu près... Alors après, c'est un impact avec le rebond derrière, d'un PIB sur un impact annuel, et avec l'idée d'un rebond quand même. Et encore une fois, j'ai cumulé les deux. J'ai cumulé les effets incendie et l'effet canicule dans ce calcul, parce que l'effet incendie pur a un impact économique, mais qui reste quand même très limité dans une zone géographique, et donc c'est assez
on va dire, assez, entre guillemets, mais l'impact c'était plus assez long. dilué Ouais, par c'est ça, rapport d'accord. à l'effet canicule qui est beaucoup plus sévère et qui impacte beaucoup plus l'économie française. Et ça reste une estimation, toute chose égale par ailleurs, parce qu'on voit qu'il y a tellement de choses qui jouent aujourd'hui dans l'économie. Mais c'est vrai que quand on annonce une croissance française à 0,5 pour la Banque de France pour cette année, ça peut être vraiment quelque chose qui nous fait réviser à la baisse la croissance annuelle. Exactement. Bah écoutez, merci beaucoup Christian pour toutes vos explications. On aurait aimé parler du pétrole aussi. On en parlera pas, Christian, je vous lance pas parce que sinon ça déroule. Merci beaucoup Christian d'avoir été avec nous ce matin. Christian Parizeau, vous êtes président d'Altair Economics, avec nous très régulièrement pour commenter l'actualité et nous apporter vos analyses, précieuses analyses. Et pour tout ça, écoutez, on vous en remercie chaleureusement. On vous souhaite de bonnes vacances si vous en prenez et on espère vous retrouver à la rentrée. De notre côté, on marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec les échos de Wall Street de Ludovic Berthola. Tout de suite sur Téléfilm.